Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Kalina Raskin. Bonjour Kalina. Bonjour Frédéric. Alors, tu es une véritable pionnière dans le domaine du biomimétisme. On va voir en quoi ça consiste. Pour toi, c'est une source d'inspiration qui nous guide vers des innovations durables. Tu es fondatrice du Centre d'études d'expertise en biomimétisme, le CEBIOS. Tu travailles à la frontière entre la science, la technologie et le design pour transformer notre façon de concevoir le futur. Rien que ça. Là où nous voyons un oiseau ou une plante, toi tu remarques la courbure des ailes qui pourrait être utilisée pour améliorer le coefficient aérodynamique de nos avions ou les capacités déperlantes qui pourraient étanchéifier nos vêtements techniques. En démocratisant le biomimétisme et en encourageant une nouvelle génération de chercheurs à suivre cette voie, tu ne fais pas que proposer des alternatives, tu changes la manière dont nous pensons l'interaction entre la technologie et l'environnement pour un monde plus vert, notamment. Merci donc de venir aujourd'hui dans Les Pionniers pour nous partager les coulisses de ton parcours inspirant. Je suis curieux, on est tous curieux de savoir et de découvrir tes motivations, tes ressentis sur ce chemin inspirant à mi-chemin entre la nature et la technologie. Notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca, ici en plateau, qui viendra nous amener ces éléments. Alors on commence tout de suite par une exploration de ton parcours. Tu es né en 81 dans une famille de cerveaux scientifiques, on peut le dire. Un grand-père médecin, une grand-mère professeur de maths, des parents ingénieurs, architectes. Est-ce d'eux, tu penses que tu tiens ton âme de scientifique? Alors je pense que clairement ça a eu une forte influence. Moi je me souviens que ma grand-mère, nous donnait à mes cousins et à moi, donc je suis d'origine bulgare, et donc quand on allait tous les étés en Bulgarie, elle nous donnait des exercices de mathématiques Mmh. pour s'amuser quoi. Voilà, pour s'amuser, pendant l'été. Avant ou après le goûter? Voilà, pour résoudre, résoudre des problématiques. Donc oui, clairement, il y a eu cette forte sensibilité, on va dire, à cette logique de pensée, et un grand-père, médecin, donc très intéressé, par la biologie, et puis un papa, émerveillé par, le monde vivant, et qui depuis toute petite, regardait m'invitait à regarder, le ciel, la terre, la mer. Il se trouve que j'ai vécu, en bord de mer à Marseille, et donc régulièrement la tête sous l'eau aussi, et donc à éveiller mon regard, aux autres vivants qui nous entourent. Très bien, alors pour la suite justement de ton parcours après le collège, nous allons écouter Rebecca. Vous avez commencé par obtenir un doctorat en biologie de l'université Pierre et Marie Curie. Après vos études et prenant conscience de l'ampleur de l'urgence induite par le changement climatique, vous avez rapidement orienté votre carrière vers l'application des principes du vivant à la technologie. Comme un déclic, vous commencez par rejoindre une ONG, Biomimicry Europa, puis profiter d'une opportunité avec la ville de Senlis pour lancer 2 ans plus tard le CIBIOS, le Centre d'études et d'expertise en biomimétisme de Senlis, où vous travaillez à promouvoir cette discipline encore jeune en France, en développant des partenariats entre le monde académique et les industries, tout en favorisant une meilleure compréhension des innovations biomimétiques. Sous votre direction, le centre est devenu au fil du temps un point de référence en Europe pour ceux qui cherchent à intégrer les solutions inspirées de la nature dans leur processus, et avait joué un rôle clé dans la sensibilisation à la biomimétique. Des matériaux auto-cicatrisants inspirés de la peau humaine aux surfaces antibactériennes inspirées des ailes de cigale. Avec vos équipes, vous guidez des projets qui cherchent à résoudre des problèmes concrets et continuer à être une figure de proue dans ce domaine pour un avenir durable. Merci pour ce portrait. Léonard de Vinci disait: va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Quelle est ta définition à toi du biomimétisme? Ma définition à moi, du biomimétisme, c'est, cette, curiosité à aller comprendre comment fonctionnent les systèmes biologiques à toutes les échelles, depuis, l'échelle de la cellule, voire des molécules qui la composent, jusqu'aux écosystèmes naturels, de comprendre avec, ce progrès scientifique qui nous permet de modéliser et d'analyser, ce vivant-là, et d'en tirer les enseignements pour nos propres besoins, nous, homo sapiens. Alors on va jouer à un jeu, je vais te montrer 3 photos et tu nous expliques ce que c'est.
Quelle innovation biomimétique en découle? On est parti? Mmh. Alors, première photo, le papillon morpho. Alors là, ce que vous voyez, c'est un gros plan des écailles du papillon morpho, hein. Il faut voir que, si on prenait une loupe et qu'on regardait chacun d'entre nous, les ailes d'un papillon, on verrait des structures qui ressemblent effectivement à des écailles. En fait, le terme biologique, ce sont effectivement des écailles et chez le papillon morpho, on devine un tout petit peu là, à l'image, qu'elles sont un peu structurées. Là, on voit qu'elles sont pas parfaitement lisses et on devine des espèces de lignes et si on zoomait encore, on verrait que ça formerait des petits peignes. Vraiment, c'est une forme de peigne et en fait, il se trouve que la taille de ces peignes, qui est, de l'ordre du voilà, microscopique, interagit avec, la lumière qui tombe dessus et chez ce papillon morpho, la taille de ce peigne fait que ça on a une couleur bleue absolument Alors ça magnifique ça et décompose un iridescente. peu la lumière comme sur un CD où parfois quand on regarde à la lumière, on voit la C'est un décomposition de la phénomène lumière? optique un petit peu analogue, c'est un Ouais. petit peu différent physiquement, mais c'est un peu le même principe effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que, notamment, si la chaleur en fait, hein, est générée par des rayons spécifiques qui s'appellent les infrarouges, hein, c'est, Mmh. un spectre une une typologie de lumière bien particulière et ce papillon morpho ou en tout cas certaines espèces de papillons morphos sont capables de dissiper les infrarouges et donc d'empêcher l'échauffement en fait de l'aile du papillon. Ce sont des papillons tropicaux et ça a donné, l'idée à un chercheur, français que j'aime beaucoup qui s'appelle Serge Berthier, Mmh. d'imiter en fait cette structure, en partenariat avec des entreprises qui fabriquent des panneaux solaires pour limiter l'échauffement des panneaux solaires parce D'accord, que, donc c'est grâce aux papillons voilà, que les panneaux solaires vont voilà, moins c'est chauffer. chauffé. Alors deuxième photo, une chouette effraie. Alors on regarde bien la forme Alors, de ses ailes. la chouette effraie, effectivement, c'est un rapace qui est un rapace nocturne et donc pour avoir la chance, d'attraper, en fait, une proie la nuit, il faut qu'elle fasse le moins de bruit possible et donc il y a une adaptation par rapport à d'autres oiseaux. Elle a un petit duvet, aussi en forme de peigne, qui lui permet, de faire le moins de bruit possible parce qu'en fait, elle va faire, le moins de turbulences possible dans l'air et ça a inspiré, des fabricants, d'éoliennes pour venir rajouter, des petits peignes en bout d'éolienne et limiter considérablement le bruit généré par les éoliennes. Troisième photo, un œil humain même. Alors, l'œil humain est absolument remarquable parce que, quand, voilà, là, on est en train de se regarder, on n'analyse pas, toute l'image et tout ce qui se passe, dans l'image. En fait, notre cerveau, il analyse et notre œil n'analyse que, la différence qu'il y a entre un instant T et l'instant, qui suit. Il y a une entreprise, qui s'appelle Prophétie, qui est une entreprise française, qui a développé une caméra, capable d'analyser, et de capter des images avec une très grande efficacité et donc qui est sensible à l'événement et donc elle permet, à la fois de consommer beaucoup moins, d'énergie parce qu'en fait on va, consommer beaucoup moins de données que des caméras conventionnelles et elle va avoir une très grande, sensibilité, par ailleurs, ben, dès Donc qu'il ça va y avoir filme du pas tout le mouvement. temps quoi, ça filme que Ça filme quand pas il tout se le passe temps, quelque c'est chose. pas voilà, exactement. C'est un peu comme si, une caméra de surveillance, plutôt que de filmer, Mmh. toute une soirée où il se passe rien et ben, en fait, elle va déclencher et enregistrer que quand il se passe quelque chose, quoi. Oui, mais ça me rappelle, c'était dans Jurassic Park qu'on avait ça, où en fait, il fallait pas bouger parce que sinon les dinosaures, nous voyaient et dès qu'on bouge par contre l'œil du C'est dinosaure se ça, en fait, déclenche et là, effectivement. c'est tout rouge. Le cerveau, il analyse, qu'à partir du moment où il sent qu'il y a quelque chose qui doit l'intriguer, quoi. Alors maintenant qu'on sait ce qu'est le biomimétisme, on va retourner à explorer ton histoire d'amour avec lui. En 2010, tu finis ta thèse en neurosciences et tu as désormais 2 choix, celui d'aller travailler en grande entreprise ou celui d'aller dans un laboratoire, mais aucun de ces 2 choix ne te parle vraiment. À ce moment-là, tu, lis un livre qui va changer ta vie, que j'ai d'ailleurs ici, qui s'appelle Biomimétisme par, Janine Benyus. Qu'est-ce Et qui s'est c'est passé? et alors, j'ai eu la chance, de faire une école, qui est une école qui forme énormément à l'interdisciplinarité, qui est, le SPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, de Paris et on nous avait déjà, en fait, parlé de biomimétisme et j'avais été déjà très séduite par, ce concept d'interdisciplinarité, donc de faire dialoguer entre elles les sciences. Mais j'avais pas pris conscience, de la portée et notamment la portée,
transverse d'innovation et surtout d'innovation durable du biomimétisme. Et quand j'ai découvert voilà, Janine Binus par des conférences en ligne tout simplement, et puis ensuite que j'ai lu son livre, ça a été une espèce de révélation, c'est-à-dire, mais c'est évident en fait, c'est évident que c'est une voie à explorer. Et comment se fait-il, alors que c'est une telle évidence, que ce ne soit pas beaucoup plus développé et beaucoup plus connu? Voilà. Après ton passage en ONG, parce que du coup tu avances vers l'ONG qui, quelque part, te rapproche le plus de cette nouvelle passion. Donc je découvre effectivement qu'une ONG Biomimicry Europa, en fait, en France, et un petit peu en Belgique, justement, essaye de promouvoir cette approche-là. Je décide de m'y investir bénévolement pendant plus d'un an. Plus d'un an, et comme ça de comprendre, connaître le réseau et comprendre, pourquoi, qu'est-ce qui freine en fait? Qu'est-ce qui freine ce développement? Voilà, donc tu t'investis dans cette ONG, mais juste après cela, tu rejoins aussi le Centre francilien d'innovation, en Alors le 2012. centre ancien innovation qui s'appelle aujourd'hui Choose Paris Region, Oui. et donc j'ai cette chance incroyable que, ce centre, ouvre un poste sur, promouvoir le biomimétisme et l'innovation responsable auprès des PME d'Île-de-France. Et alors Bah, je me c'était dis: «Mais fait pour toi, c'est il juste le t'attendait. poste». Oui. Voilà, exactement, c'est à peu près ça. S'il m'attendait, c'était trop beau, et donc j'ai postulé évidemment, j'ai été, du coup, embauchée, et là, ça a été vraiment une très belle expérience pour moi qui sortais, plutôt d'un parcours, on va dire, un peu académique, même si, en école, on faisait aussi, de l'industrie. Là, d'aller à la rencontre des entrepreneurs, des startups, des PME avec, leurs enjeux, de comprendre aussi les politiques publiques, d'innovation à l'échelle d'une région, et puis de comprendre toute cet interfaçage de ces acteurs et ces parties prenantes de l'innovation, à savoir le monde académique, le monde des politiques publiques et le monde de l'entreprise. Et de se rendre compte de finalement quels sont les premiers freins, et quels sont les premiers obstacles à son développement. Alors donc, tu connectes, un petit peu tout ce monde-là, et tu apprends, justement à voir quelles sont les forces des uns et des autres et quels projets ils peuvent monter ensemble, et c'est là-bas que tu vas, lancer l'ébauche de ce qui deviendra ton plus grand projet à ce jour, le Cebios, donc on en a parlé. Évidemment, qu'est-ce que tu voulais faire de nouveau vraiment avec ce centre? Alors tu avais découvert quelque part un peu en expérimentation avec le Centre francilien d'innovation, donc Choose Paris Region, heu, l'existence de tous ces acteurs qui, Mmh. mine de rien, ne se parlaient peut-être pas assez. Qu'est-ce que le Cebios est venu, combler dans cet, échiquier? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, qui expliquent, pourquoi ça a été ce lancement de dynamique, inédit. Alors qu'il y a des gens qui font du biométisme en France depuis longtemps, ne serait-ce que les chercheurs, on le disait, il y a quelques entreprises, qui n'avaient pas attendu que le Cebios, évidemment existe pour grandir et prospérer. Ce qui a changé la donne avec, le Cebios, alors je pense que d'une part, c'est une initiative, qui a été, coportée, avec des acteurs à la fois, publics et très vite rejoints par du privé, et donc déjà, ça lui donnait une certaine légitimité et une certaine, on va dire, poids, dans le paysage national, versus, une ONG, qui avait sans doute, moins de pouvoir d'influence. Donc ça, c'était un premier point, et du coup, cette ambition, en fait, affichée, par ces membres, fondateurs dont je faisais partie, a, été l'étincelle pour que, une lumière soit enfin mise sur: «Ah tiens, le biométisme, c'est une approche non seulement séduisante, intéressante, mais il y a un collectif d'acteurs de poids public et privé, qui y croient et qui lance une initiative inédite en France». Et ça a été un petit peu, voilà, l'étincelle qui a permis, à cette approche, ensuite de faire boule de neige et de Oui, parce qu'alors s'accélérer. aujourd'hui, c'est une structure, vous êtes déjà, une vingtaine de collaborateurs. Vous êtes à l'intersection d'un petit peu tous les acteurs externes qu'on a cités. C'est, combien à peu près d'innovations que vous avez vues passer, Alors aider, je vais accompagner? Et combien d'acteurs que vous fédérez Ouais, aujourd'hui je vais je avec vais le pré Cebios? je vais préciser les choses parce que c'est important. Donc oui, on est une vingtaine, on est, entre 20 et 25, salariés aujourd'hui, mais on a fait le choix de passer en société coopérative Oui, d'intérêt collectif. oui. Et donc dans cette société coopérative d'intérêt collectif, il y a une centaine d'associés maintenant, à la fois personnes physiques et morales. Donc le Cebios, c'est pas 22 personnes, c'est beaucoup plus. Voilà, c'est beaucoup plus aujourd'hui, et on a fait un choix de coopérative parce que pour pouvoir développer le biométisme, on l'a déjà dit, il faut, plein d'acteurs de la recherche, il faut plein d'acteurs du monde économique dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines scientifiques,
Et donc, il faut faire coopérer toutes ces parties prenantes et on voulait que notre gouvernance et nos statuts reflètent, en fait, finalement, cette diversité d'acteurs. D'où le statut de coopérative. Et donc, on est une centaine d'associés. On a aujourd'hui un réseau français à peu près de 500 acteurs, hein, quand on compte à peu près tout le monde, 250 équipes de recherche Mmh. qui travaillent sur le sujet, 100 à 150 entreprises, grands groupes industriels en grande partie, mais aussi PME et ETI qui s'engagent dans la démarche, et puis des formations qui commencent à se créer sur le sujet. Donc c'est cohérent de bout en bout. La nature est un écosystème. Il y a un écosystème de tout un tas de personnes qui peuvent agir dans le bon sens et vous orchestrez le CBIOS, tout cet écosystème. Tout à fait. Tout cela est parfaitement cohérent. Alors c'est l'heure pour nous de nous plonger dans le monde de ta passion, dans tes passions, c'est le monde des sciences. Ton monde à toi, c'est la nature, la science, le biomimétisme, mais aussi toutes les opportunités de croissance économique et d'industrialisation qui peuvent en découler. Rebecca. Oui, car le biomimétisme est source d'innovation et de croissance pour nos startups françaises. S'inspirer de la nature pour innover et construire une économie sans pollution et à très faible impact. Par exemple, le mouvement ondulatoire a inspiré plusieurs entreprises à partir de l'idée d'un seul inventeur, comme EL Energy, qui développe des hydroliennes captant les courants marins. Au lieu d'être équipées d'hélices, ces hydroliennes sont des membranes ondulantes qui imitent les poissons pour produire de l'énergie grâce aux courants marins. Une autre innovation, CoreWave, des pompes d'assistance cardiaque, ou encore FinX, développant un moteur pour bateau ondulant, qui fera d'ailleurs sa démonstration aux Jeux Olympiques sur la Seine à Paris. Ce sont aujourd'hui en France une centaine d'entreprises, de grands groupes comme des PME et des ETI, vous l'avez dit, qui font appel à cette démarche à fort impact social et économique. Alors on a une question pour toi, posée par Laurence Monnoyer-Smith, directrice du développement durable du CNES. Bonjour Kalina. Aujourd'hui, je vais te poser ma question depuis le Centre national d'études spatiales que tu connais bien puisque nous avons travaillé ensemble il y a quelques années et que nous avons encore le plaisir de t'accueillir dans nos locaux parisiens. Et aujourd'hui, la question que je voudrais te poser, c'est quelle est selon toi la découverte scientifique dans ton domaine, dans le domaine du biomimétisme, qui est le plus susceptible d'accompagner la transition écologique? Je serais ravie que tu me fasses un retour là-dessus et je t'embrasse bien fort. Alors, C'est difficile de choisir parce que, comme je l'ai déjà dit, le biomimétisme s'applique à tous les domaines. Et ce que je trouve euh, extrêmement intéressant, c'est voir la convergence entre les grandes politiques publiques et les grandes politiques industrielles qu'on est en train de dessiner ensemble, en se disant bah voilà comment on fait pour avoir plus de sobriété énergétique, comment on fait pour fabriquer la matière autrement, pour avoir un flux de matière différent, comment on fait pour avoir une gestion de l'information à la fois hyper efficiente et sobre. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chacun de ces grands enjeux et ces grands piliers, eh ben, le vivant, il a des réponses. Et je trouve que, moi, je vais donner un exemple hein, de moi je pourrais, je pourrais qualifier de game changer sur ce sujet du biométisme, mais ce qui me semble plus fondamental encore, c'est vraiment de se dire, c'est quoi ce cahier des charges du vivant? Et en fait, comment le vivant arrive à être à la fois performant d'un point de vue de son usage, mais aussi performant d'un point de vue justement des critères de la transition écologique. Et un sujet où moi je vois clairement une très belle percée en cours, c'est sur la production d'hydrogène. Par voie bio-inspirée. Il se trouve que le vivant sait fabriquer de l'hydrogène, hein, alors sous d'autres formes évidemment que gazeuses, mais les plantes, elles savent faire ça. Elles savent faire ça et il y a aujourd'hui des très belles équipes, notamment au CEA, qui travaillent sur comment imiter en fait cette chimie des plantes pour pouvoir nous aussi fabriquer de l'hydrogène dans des conditions à la fois écologiques et de rendement qui fassent sens. Et donc moi je pense que cette photosynthèse artificielle fait partie des principaux game changers demain. alors c'est un des game changers. Tu nous as fait le plaisir de mettre beaucoup de tes apprentissages et découvertes dans un livre qui s'appelle Humanité bio-inspirée, une autre approche. On trouve des exemples comme celui que tu viens de donner, mais aussi bien d'autres. Merci beaucoup. C'est l'heure pour nous, tout simplement, de passer à la séquence suivante. Merci. Alors, c'est la séquence actu. On voudrait parler de ton dernier projet en cours, Rebecca.
Le Biomime Expo, le vivant, la nature, la biodiversité, la planète, au choix, comme synonyme de solution et d'avenir. Et c'est ce que met en lumière depuis 7 ans cet événement qui rassemble des experts et des acteurs de toutes les disciplines scientifiques et dans tous les secteurs d'activité. Conférences, ateliers, démonstrations, débats, expositions et lieux d'échange et de discussion. Le Biomime Expo est devenu le rendez-vous de tous ceux qui cherchent à innover en se plaçant à l'écoute de l'environnement pour le respecter davantage. 8e édition de la Biomime Expo prévue au Parc Floral, cette fois dans un format XXL, les 11 et 12 juin 2024 sur la piste du Vivant. Alors dans le teaser justement de l'exposition Biomime Expo que les téléspectateurs peuvent retrouver en ligne, on voit apparaître le mot respect. En gros, est-ce que tu crois en une croissance vertueuse justement qui respecte la nature et qui en tire parti sans l'abîmer, ou bien est-ce que tu penses que de toute façon on va devoir passer par une forme de décroissance? Alors je vais être très provocatrice. Dans le vivant, en fait, en biologie, on distingue le développement et la croissance. On distingue le développement et la croissance, et on peut très bien avoir des organismes qui continuent de se développer, donc de développer des nouvelles caractéristiques, de se diversifier, d'avoir de nouvelles fonctionnalités, de coloniser de nouveaux milieux sans que nécessairement ça passe par de la croissance. Et donc moi, je crois plus à une nouvelle forme de développement en alliance avec le vivant, voilà, dont on dépend pour tout. Alors très bien, on parlera de tout cela dans le rendez-vous prochain du Biomime Expo les 11 et 12 juin à venir. Merci beaucoup. On passe maintenant à la séquence rapide de cette émission qui s'appelle le Quizella. Séquence Quizella, c'est tout simplement une succession assez rapide de questions-réponses. Je pose des questions assez rapidement, tu fais des réponses assez rapidement et on avance. Tu es prête? Je suis prête. Top, c'est parti. Tu es plutôt biomimétisme animal ou végétal? Les deux. Voilà, tu as le droit de répondre, hein, les deux, mon capitaine, hein, ça marche aussi. Alors, plutôt recherche fondamentale ou application technique? Recherche fondamentale. La tech au service de la nature ou la nature au service de la tech? Oh, la tech au service de la nature. Ta plus grande source de motivation à pousser chaque jour plus loin les limites de notre compréhension du vivant? L'émerveillement. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Non, mon plus grand rêve, assez trivialement, j'aimerais beaucoup que le biométisme soit reconnu comme un des piliers de la transition écologique. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? C'est oser sortir de sa zone de confort. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, quelle serait la plus belle phrase que tu leur adresserais? Mmh, Oser. Merci, Kalina, de t'être prêtée au jeu. On va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée. Ubava si Moyagoro. Je crois que je le prononce correctement. Est-ce que tu peux... Alors ça signifie je t'aime ma belle forêt. En un mot, est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle représente pour toi? C'est une chanson que j'aime énormément, qui a accompagné toute mon enfance, qu'on chantait en famille en Bulgarie et qui est issue de magnifiques textes d'un très grand auteur bulgare mis en chanson, et qui voilà, est une ode à la forêt, à cet écosystème forestier. Et voilà, je pense que ça vient aussi nourrir mon parcours. Ton parcours et ton émerveillement. Merci beaucoup, Kalina, Merci, Frédéric. de nous avoir partagé toutes tes émotions et tous tes apprentissages, de nous avoir fait entrer dans ton monde de pionnière. Merci. Merci.